Donc, nous sommes désormais enregistrés. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire de cette année 2024. Je vous souhaite déjà une très très belle année 2024 à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la question de la blockchain et des NFT en santé. Une fois n'est pas coutume, Charlotte et moi sommes à distance et non pas réunis dans la même pièce du fait des conditions climatiques un peu compliquées pour rejoindre notre bureau. N'hésitez pas à interagir via le module de chat et le module de questions qui se trouve en bas à droite de l'interface. Et dès à présent, je vais partager mon écran qui va permettre de partager la présentation. Alors, Charlotte, je te laisse me confirmer que vous voyez bien la présentation puisque je ne vous vois plus. Je ne t'entends pas. Ah. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est parfait. Eh bien, je te laisse la parole. Alors donc, eh bien déjà enchantée, bonne année comme Ronan l'a dit. Donc pour un petit rappel pour les gens qui ne nous connaîtraient pas, donc je suis Charlotte Lenaine et je suis directrice associée de l'agence de communication santé Meditup. Et pour ma part, je suis Ronan Lequéré, je suis directeur associé avec Charlotte de Meditup. Donc tout de suite, la blockchain, on va rentrer dans la définition officielle fournie par la CNIL pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Elle constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création, sécurisée et distribuée. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est très bien comme définition, mais on ne comprend pas réellement ce que c'est. Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous expliquer beaucoup plus simplement qu'est-ce que c'est que la blockchain. Donc, plus simplement, la blockchain, c'est une base de données, comme il en existe plusieurs. Là, on vous en a mis 2, Ethereum et Bitcoin, mais il en existe encore plein d'autres. Si on regarde par exemple ici la liste des blockchains qui existent, on voit que par exemple il y a Hyperledger qui est favorisé par des grandes structures comme Microsoft, Alphabet, Amazon, Visa ou encore Samsung. Pas très loin derrière, on a justement Ethereum dont on vient de parler, qui va être utilisé par PayPal, McDonald's ou encore Coca-Cola. Et on voit l'arrivée un petit peu plus loin d'une blockchain dédiée à la santé avec MediLedger, utilisée actuellement par Lilly, Pfizer et AbbVie. Mais quand on regarde dans la globalité, on voit également que certaines entreprises ne se limitent pas à l'utilisation d'une seule blockchain, mais de plusieurs. Si on reste dans l'industrie, on voit que par exemple AbbVie utilise à la fois la technologie proposée par Hyperledger et par MediLedger. Donc, la blockchain, comme on l'a vu, c'est une base de données. Dans une base de données traditionnelle, vous avez des enregistrements de lignes dans une table. Lorsqu'on modifie une information, la mise à jour de la donnée dans la ligne vient écraser la précédente. Il n'y a pas d'historisation. Si on prend l'exemple qu'on vous a mis ici, donc à l'état 1, on a notre nom, Meditup, la forme juridique, la SAS, le SIREN et l'adresse, 120 rue du Champ des Oiseaux. On a déménagé. Du coup, l'état 2 de cette base de données, le nom ne change pas, la forme juridique ne change pas, le SIREN ne change pas. En revanche, l'adresse est maintenant 16 rue Marie Curie et est venue du coup écraser la précédente adresse. Du coup, dans une blockchain, il y a les informations présentes à un instant T, l'état 1, puis l'enregistrement à un deuxième instant T, l'état 2. Et entre les deux, on va avoir toutes les autres transactions. Le mot transaction signifie simplement un enregistrement d'une information dans une blockchain. Et en fait, on va garder toute l'historique, on va garder toutes les informations, elles vont être sauvegardées et on va pouvoir toujours accéder à l'antériorité de ces informations, à la différence du coup de ce qu'on a vu dans une base de données traditionnelle. Donc, si on reprend de manière schématique, chaque bloc ici va représenter un ajout à la chaîne qui va comporter lui-même plusieurs transactions, c'est-à-dire plusieurs enregistrements, modifications. Alors, la blockchain, c'est, comme l'a expliqué Charlotte, c'est vraiment une base de données. Et déjà, c'est le premier principe qu'il faut retenir. La blockchain, c'est ni plus ni moins qu'une base de données. Cependant, c'est une base en plus de conserver tout l'historique des transactions et donc tous les enregistrements qui ont été effectués pour pouvoir historiser ces enregistrements. C'est aussi une base de données qu'on appelle distribuée. Alors, qu'est-ce que ça signifie une base de données distribuée ? Chez un hébergeur conventionnel, donc que ce soit OVH, que ce soit Ionos, que ce soit tout hébergeur O2 Switch, il y a souvent, en fin de compte, un data center. Alors, je suis un peu menteur parce qu'ils essayent d'en avoir plusieurs, 2 data centers, 3 data centers pour répliquer les données dans plusieurs de leurs centres.
Mais globalement, les bases de données, elles sont hébergées chez ce même et unique interlocuteur, chez ce même et unique hébergeur. Ce qui n'est pas le cas avec une blockchain. Une blockchain, en fait, l'ambition, c'est de pouvoir répliquer cette base de données qu'est la blockchain sur plusieurs ordinateurs et globalement sur tous les ordinateurs qui font partie du réseau de la blockchain. C'est en cela que c'est distribué. Donc là, on voit typiquement qu'on a 6 cubes autour du centre sur le schéma graphique. L'idée, c'est vraiment que la blockchain, cette base de données, elle est répliquée sur chacun des ordinateurs. Ce qui en fait véritablement une force, puisque aujourd'hui, dans un data center traditionnel, s'il y a un problème avec ce data center, si par exemple celui-ci brûle, s'il y a une rupture de communication avec le data center, on ne peut plus accéder aux données. Et donc, potentiellement, on peut perdre les données. C'est typiquement ce qui s'est passé chez OVH il y a désormais 2 ou 3 ans, où il y a un data center qui a brûlé et énormément de sociétés qui avaient des données hébergées chez OVH ont perdu tout simplement leurs données, puisque même les sauvegardes étaient hébergées au sein de ce même data center. L'avantage avec la blockchain, c'est qu'en dupliquant la base de données sur l'ensemble des ordinateurs du réseau qui appartient à cette blockchain, on va sécuriser la sauvegarde et la pérennité des données. Donc, c'est un point fort aussi de la blockchain, c'est que ça enregistre les transactions et en plus, ça multiplie l'hébergement de ces informations sur tous les ordinateurs qui font partie du réseau. Alors, on a volontairement utilisé le terme de ordinateur et non pas de data center, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la blockchain, elle a émergé par un réseau d'utilisateurs et donc qui utilisaient leurs propres ordinateurs. Et vous pouvez imaginer que la blockchain, une blockchain, pourrait être stockée sur votre ordinateur et avoir une copie sur votre ordinateur. Alors, on n'évoque pas les problématiques de capacité, mais voilà, ça pourrait être une limite que de pouvoir stocker une blockchain avec énormément de données sur un ordinateur. D'autre part, troisième avantage de la blockchain, c'est que ça permet de garantir l'intégrité des données. Alors, comment est-ce que ça permet de garantir cette intégrité ? Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un ajout d'un bloc à la blockchain, donc un bloc étant un enregistrement de transactions, l'ajout d'enregistrements d'informations qui sont donc historisées, l'ensemble des ordinateurs sur lesquels se trouve la blockchain vont tous valider que l'ajout de ce bloc n'altère pas les données qui figurent historiquement dans cette base de données qu'est la blockchain. Donc, chaque ordinateur, à son niveau, va dire « je vérifie et je valide qu'il n'y a pas d'altération de l'historique de mes données » et va envoyer l'information au réseau. C'est typiquement ce qu'on trouve sur ce graphique, sur le schéma qui se trouve en bas à droite. Chaque ordinateur du réseau va envoyer une information au reste des ordinateurs en disant « je valide que le bloc que j'ajoute n'altère pas les données de ma blockchain ». Et si jamais un des ordinateurs indique qu'il y a une problématique sur l'ajout du bloc, l'ensemble des ordinateurs va refuser l'ajout de ce bloc à la blockchain et donc refuser l'ajout de la nouvelle transaction. Alors, c'est intéressant parce que ça va permettre de garantir qu'il n'y aura pas d'altération des données qui figuraient précédemment dans cette base de données et donc ça va sécuriser véritablement l'historisation. Et donc, typiquement, des hackers ne pourront pas venir modifier des données dans cette base de données puisque s'ils les modifient sur un des ordinateurs, l'ensemble des ordinateurs du réseau vont dire non, nous n'acceptons pas cette modification et nous gardons notre base de données, qui est la blockchain, dans son état antérieur sans apporter la modification. Donc, véritablement, ça va sécuriser toute l'intégrité des données historiques qui sont renseignées et ça va éviter que celles-ci ne soient altérées, modifiées ou piratées par ces pirates éventuels. Alors, dernier point, c'est que la blockchain, c'est une base de données qui est sécurisée. On va reprendre le même exemple qu'avec une base de données traditionnelle. Donc, sur la partie haute de cette slide, vous avez le précédent enregistrement qu'on vous a présenté concernant Meditup, donc une SAS avec le numéro sirène qui est indiqué, une adresse qui est notre ancienne adresse, et on aurait pu tout à fait stocker dans cette base de données notre numéro IBAN. Mais on ne voulait pas que le numéro IBAN soit accessible à l'ensemble des internautes, donc on aurait pu crypter ce numéro IBAN dans la base de données. La plupart du temps, dans une base de données traditionnelle, c'est ce qu'il se passe. Le meilleur exemple, c'est souvent les mots de passe des utilisateurs qui sont cryptés dans la base de données, mais la plupart du reste des informations ne sont pas cryptées. On ne va pas crypter le nom, le prénom, l'adresse. On va véritablement crypter exclusivement certaines données. Et d'autant plus que le cryptage, la plupart du temps, est effectué dans le programme et non pas directement dans la base de données. C'est le programme qui va décider de crypter, par exemple, le mot de passe avant que celui-ci ne soit enregistré dans la base de données. Dans une base de données blockchain,
toutes les données, l'intégralité des données sont cryptées. Donc, on retrouve ce même exemple que nous avions présenté précédemment, où on avait notre nom qui était sur la première ligne, la forme juridique de la société, le SIREN et notre adresse, qui sont toutes cryptées. Et donc, on revoit que sur le dernier enregistrement, notre nom est crypté et possède exactement le même cryptage que sur le premier enregistrement, ainsi que la forme juridique, que le numéro SIREN. Et l'adresse, pour le coup, a été modifiée. On n'a pas la même chaîne de caractères cryptée. Donc, le quatrième avantage de la blockchain, c'est de crypter, donc de sécuriser l'intégralité de toutes les données qui sont stockées pour éviter encore une fois que ces données puissent être récupérées facilement par des hackers qui pourraient souhaiter les utiliser à mauvais escient. Et on va voir que notamment dans le domaine de la santé, il y a un intérêt à aller capter des données, récupérer des données qui sont stockées dans des bases de données conventionnelles. Alors, en synthèse, la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'une base de données, mais qui va historiser des enregistrements, donc qui va conserver l'antériorité de tous les enregistrements qui sont effectués dans sa base de données, donc les enregistrements étant appelés des transactions. Tous ces enregistrements vont être sécurisés vont être enregistrés de manière sécurisée avec le cryptage, et l'intégrité va être validée par l'ensemble des membres du réseau avec ce processus de validation conjoint et mutualisé de l'ensemble des membres du réseau qui vont valider que quand on ajoute un enregistrement, celui-ci n'altère pas les données précédemment enregistrées dans cette base de données. Alors, j'espère que la présentation de cette blockchain est déjà plus simple pour vous et que ça vous permet de mieux comprendre ce qu'est la blockchain. Et vraiment, s'il y a un seul message à retenir, c'est que ça reste juste une base de données sécurisée. Donc maintenant, OK pour la blockchain, mais les NFT, qu'est-ce que sont les NFT? NFT pour Non-Fungible Token, jeton non fongible. Alors, c'est encore pire limite que la blockchain. Un élément non fongible est un élément qui ne peut pas être remplacé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, 1 euro peut être remplacé par 1 euro. Même si c'est pas la même pièce, ça a la même valeur, c'est la même signification. Vous achetez un tabouret chez Ikea, vous rachetez le même tabouret chez Ikea, c'est remplaçable. Donc là, on est sur des éléments qui sont fongibles. Et je te laisse la parole, Ronan, pour rentrer dans le détail. Alors concrètement, un NFT aujourd'hui, ce terme est utilisé partout, mais ça n'est ni plus ni moins qu'un certificat de propriété d'un actif numérique. Donc, quand vous avez un NFT, vous avez un certificat de propriété, et un actif numérique, c'est un fichier média, c'est un fichier JPEG, un fichier audio, un fichier vidéo, un PDF par exemple. Ça n'est ni plus ni moins qu'un certificat de propriété d'un actif numérique. Pour moi, le meilleur exemple pour traduire et simplifier, vulgariser ce qu'est un NFT, c'est un bien immobilier. Si jamais un bien immobilier était un bien numérique, quand vous détenez le titre de propriété de ce bien, vous détenez un NFT. Le titre de propriété d'un bien immobilier qui serait numérique serait un NFT. Et donc, cet exemple est très concret puisque ça va permettre de pouvoir garantir que vous êtes le propriétaire. Alors, l'autre intérêt, c'est que les NFT sont stockés dans la blockchain. Et là, je vais te laisser… non, je garde la parole, pardon. Donc, les NFT sont stockés sur la blockchain. Donc, on va tirer le bénéfice de tout ce que propose la blockchain. Donc, on va pouvoir remonter dans le temps sur qui était détenteur de ce certificat de propriété. Et je reprends l'exemple avec le bien immobilier. Dans un bien immobilier, souvent, quand vous allez chez le notaire, que vous signez l'acte de vente, vous devenez propriétaire, on vous remet le titre de propriété et vous connaissez a priori le précédent propriétaire. Dans les certificats de propriété, vous êtes capable de remonter sur un certain historique la plupart du temps de qui étaient et qui sont les anciens propriétaires. Mais c'est vrai qu'on remonte dans le temps jusqu'à un certain niveau. L'avantage à stocker les NFT dans la blockchain, c'est qu'on pourrait véritablement remonter dans toute la chaîne pour retrouver jusqu'à l'origine de la construction de ce bien immobilier qui étaient les différents propriétaires. Donc, ce titre de propriété qui est le NFT va nous permettre de garantir qu'on va pouvoir remonter dans l'historique, qu'il n'y aura pas eu d'altération sur les anciens propriétaires. Un ancien propriétaire ne pourrait pas se prévaloir d'avoir détenu le bien à un certain moment puisque c'est inscrit dans la blockchain et que la blockchain, encore une fois, ne peut pas être corrompue. Alors, il y a un autre aspect qui est important quand même à comprendre, c'est que les NFT, étant un certificat de propriété, ne stockent pas réellement le bien, l'actif numérique acheté. Ça n'est qu'une URL, c'est-à-dire que c'est un lien vers cet actif numérique. Quand vous avez un NFT, vous avez le bien, le certificat de propriété, mais ça pointe vers
un asset qui pourrait tout à fait se trouver sur YouTube, par exemple, pour reprendre un bien numérique qui serait une vidéo. Donc, c'est comme le certificat de propriété d'un bien immobilier. Vous savez quelle est l'adresse de ce bien immobilier, mais le bien immobilier n'est pas lui-même contenu dans ce certificat de propriété. Donc, c'est la même chose quand vous avez un NFT. C'est un lien vers cet actif numérique. Donc, le NFT, ce n'est ni plus ni moins qu'un certificat de propriété enregistré dans une blockchain. Et du coup, juste pour rebondir sur la question qu'on vient d'avoir de Faustine, c'est exactement ça. C'est comme un protocole de preuve de présence. Ce protocole est bien un NFT, c'est donc bien un jeton non fongible qui est mis sur la blockchain pour prouver que vous êtes allé à un événement. Donc effectivement, tu as raison. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu dans le détail, quels sont les domaines d'application en santé? Il en existe plusieurs. En fait, à partir du moment où on va avoir besoin de la traçabilité sur un actif numérique ou physique, on va pouvoir capitaliser sur la blockchain. Elle permet, comme on l'a vu, d'apporter l'historisation des informations qui est garantie par ce système de validation et d'intégrité qu'est la blockchain. Donc, on va avoir plusieurs domaines d'application, notamment la lutte contre la contrefaçon. Quand un laboratoire produit un médicament, une fois que celui-ci sort de son usine, il va pouvoir inscrire dans la blockchain le fait que le médicament qui vient d'être produit porte tel numéro de série. Cette information, elle va être du coup sauvegardée. Lorsque le logisticien, par exemple, va réceptionner le médicament, il pourra lui aussi enregistrer dans la blockchain le fait que cette boîte de médicaments qui porte ce numéro de série est bien stockée dans son usine. Puis, lorsque le médicament va être livré dans une pharmacie, on pourrait faire un nouvel enregistrement dans la blockchain pour dire que, effectivement, ce médicament qui a été produit et stocké est maintenant à disposition dans telle pharmacie. Tout à fait. Deuxième aspect, c'est la gestion des données des essais cliniques et plus globalement l'organisation d'essais cliniques. Aujourd'hui, des essais qui, par exemple, seraient un essai clinique multicentrique, on pourrait capitaliser et créer une blockchain dont les données seraient hébergées sur l'ensemble des centres investigateurs qui participent à cet essai clinique. Et donc, on voit cette notion de distribution de cette base de données qu'est la blockchain au sein des centres investigateurs. D'autre part, dans les essais cliniques, il y a un consentement qui est demandé au patient pour sa participation à l'essai clinique. Donc, on peut aussi enregistrer dans la blockchain le consentement du patient à un instant T. Et si jamais celui-ci décidait de retirer son consentement, de stocker l'information du retrait de consentement. Ça va permettre aussi de pouvoir enregistrer dans cette base de données qu'est la blockchain l'ensemble des informations concernant l'efficacité, donc l'évolution de la pathologie, l'évolution des critères qui sont évalués en tant que critères principaux ou critères secondaires, donc les critères d'efficacité, et enregistrer tous les événements indésirables qu'un patient pourrait ressentir. Et ça garantira qu'on ne va pas manipuler les données, qu'on les a bien historisées, qu'on les a bien sauvegardées, et de voir l'évolution de toutes ces données concernant le patient et donc globalement concernant l'essai clinique dans cette blockchain. Donc encore une fois, la blockchain permet de garantir la traçabilité, l'historisation des données et en l'occurrence des données d'essais cliniques. Alors nous, on a l'occasion justement de travailler sur plusieurs projets dont les données proviennent d'essais cliniques et parfois on se rend compte qu'il manque des données à un instant T ou qu'elles n'ont pas été correctement stockées ou qu'elles ont disparu. C'est vrai que la blockchain justement permet d'éviter ce type de situation en garantissant l'intégrité, la pérennité et l'historisation de toutes les données. Ça va permettre aussi le suivi, la sécurisation des dossiers patients. C'est vraiment un exemple emblématique. On voit de plus en plus de centres hospitaliers qui se font hacker. Ils peuvent plus rien faire, ils sont bloqués car ils n'ont plus accès aux données patients. Avec la blockchain, on pourrait mettre en commun tous les CHU de France pour distribuer les données patients sur les serveurs qui collaborent. Du coup, les examens, l'imagerie, les datas patients pourraient être distribués sur une blockchain dédiée au CHU. Ça permettrait ainsi de sécuriser les données. On en a un peu parlé précédemment. Si un hacker télécharge les données d'un CHU, il ne pourra pas les ouvrir ni les lire car l'intégralité des données seront cryptées. Et d'autre part, s'il souhaite mettre un troll ou un ver pour modifier certaines données ou faire ce qu'on appelle les demandes de rançon, lorsqu'il va vouloir faire un enregistrement au sein de la base, il devra le faire sur tous les serveurs en même temps. Et s'il tente de modifier un seul serveur, l'enregistrement ne se fera pas car lors du processus de validation mutuelle et conjoint spécifique à la blockchain, la donnée ne sera pas validée et donc l'enregistrement non plus. Donc, on l'a vu, l'ambition de la blockchain aussi, c'est de pouvoir garantir la traçabilité. Donc, finalement, dès qu'il y a un document qui nécessite d'être tracé, on va pouvoir capitaliser sur la blockchain. Prenons l'exemple de RCP, par exemple. Quand vos RCP évoluent parce que vous avez une nouvelle indication, qu'il y a une nouvelle information à y faire figurer, on pourrait tout à fait enregistrer dans la blockchain une nouvelle version des RCP qui viendrait
qui viendrait non pas évoluer, mais compléter l'historique de toutes ces données. Par exemple, aussi sur des supports de communication que vous soumettez à l'ANSM et qui ont obtenu une approbation de l'ANSM, eh ben, on pourrait enregistrer les différentes versions de ce document qui ont obtenu l'agrément, qui ont été enregistrées dans la liste blanche et qui ont évolué au fil du temps pour pouvoir retrouver justement l'ensemble des modifications qui ont été effectuées au cours du temps concernant ces documents. Donc, la blockchain a plusieurs domaines d'application. Et là, on vous a donné les grands domaines d'application et maintenant, on va vous présenter des exemples assez concrets de mise en œuvre de la blockchain dans des projets très concrets et très réels. Du coup, en pratique, pour le premier exemple, on est sur Galéon. Galéon, c'est une société française qui est très active sur le secteur de la blockchain. Comme on l'a vu précédemment, dans un objectif de sécurisation de l'information, elle propose de connecter les hôpitaux entre eux via une blockchain. Donc actuellement, il y en a déjà une qui est en place, qui est en place entre les CHU de Caen, de Rouen et du Sud francilien, et qui permet du coup le partage des données et la sécurisation des informations. En fait, il y a 2 ans, le CHU de Rouen s'est fait hacker. Il a été complètement paralysé car il n'avait plus accès aux données patients. Et bien, du coup, avec la mise en place de cette blockchain, ça ne pourra plus arriver. D'autre part, il y a un essai clinique qui a été conduit sur une blockchain. Donc, le premier essai clinique au monde a été mis en œuvre en 2022 et c'était une structure Aculis Pharma et une autre structure qui s'appelait Susmed qui ont décidé de mettre en place ce premier essai clinique au monde qui utilisait la blockchain. L'ambition, encore une fois, c'était de pouvoir collecter et enregistrer le consentement des patients et de pouvoir enregistrer toutes les données concernant les patients tout au long de cet essai clinique pour pouvoir restituer et garantir que les données n'étaient pas altérées et étaient bel et bien intègres. Donc ici, il s'agit du coup d'un exemple avec Meditech, qui est une start-up bordelaise qui vient de lever 1,5 million d'euros pour développer son application mobile permettant de vérifier l'authenticité d'un médicament grâce à la technologie blockchain. Pour l'instant, l'outil est disponible en Côte d'Ivoire chez près de 300 pharmacies partenaires. Mais avec cette levée de fonds, l'objectif de Meditech, c'est vraiment d'étendre le service au Sénégal et au Cameroun, parce qu'en fait, l'Afrique, c'est actuellement l'un des endroits au monde le plus touché par le trafic de faux médicaments. Et là, cette solution de sécurisation et de traçabilité des médicaments pourrait littéralement sauver des vies, puisqu'on ne pourra plus falsifier l'information, on ne pourra plus falsifier les données. On aura une traçabilité qui est sûre et certaine, et c'est vraiment là-dessus qu'ils misent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans cette photo qu'on utilise un smartphone. Donc, le smartphone permet, via la reconnaissance du QR code qu'on a sur la boîte de médicaments, de pouvoir accéder aux données de la blockchain pour lesquelles les concepteurs du programme ont accepté de restituer les données. Donc, en utilisant des technologies traditionnelles, on s'interface avec la blockchain pour pouvoir justement récupérer cette information. Alors, il y a aussi une société suisse-estonienne qui s'appelle GuardTime qui a obtenu en 2020 le marché de l'OMS pour pouvoir mettre en place un POC, un Proof of Concept, sur le carnet de vaccination digital dont les données reposeraient sur la blockchain. L'ambition, encore une fois, était de garantir que toutes les informations qu'on enregistre dans un carnet de vaccination seraient historisées, sécurisées et qu'on ne pourrait pas falsifier ces données. Donc, on voit encore une fois que la blockchain est véritablement une solution de sécurisation qui est notamment utilisée par de grandes instances européennes et internationales avec cet exemple. Donc Geodis a mis en place une blockchain pour assurer le suivi, la traçabilité et le respect de la chaîne du froid des vaccins. À chaque étape du fret des vaccins, un enregistrement dans la blockchain se fait. L'autre enjeu de cette blockchain, c'est vraiment le respect de la chaîne du froid, puisqu'en fait, il y a un relevé thermique qui est réalisé à chaque étape pour valider le respect de la chaîne du froid et avec des capteurs qui enregistraient de manière automatique l'information dans la blockchain. Ainsi, aucune information, encore une fois, ne peut être falsifiée ou modifiée. Le premier NFT qui donne la vie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, puisque cette campagne a reçu le prix Coup de cœur lors des derniers prix empreintes. Donc, on retrouve la société Galéon dont on a parlé précédemment pour le déploiement d'une blockchain entre certains hôpitaux français. Et ici, ils se sont mis en partenariat avec France Adopt pour créer la campagne Le premier NFT qui donne la vie. Du coup, sur le site internet dédié, un internaute peut inscrire dans la blockchain sa volonté de donner ou non un ou plusieurs organes pour sauver des vies. La modification du consentement pourra également être enregistrée. Si une personne n'était pas pour le don d'organes au début, mais qu'après avoir échangé, après avoir réfléchi ou autre, il change d'avis, l'enregistrement de cette nouvelle information pourra être fait. C'est un peu comme un certificat de propriété de son corps qui permet de dire si oui ou non on est contre
ou pour le don d'organes. Parce qu'en fait, on est donneur par défaut, sauf que 33% des personnes s'opposent au don d'organes post-mortem sans savoir ce que le défunt souhaitait. Avec ce NFT, l'information est stockée et vérifiée, et du coup, la volonté de la personne pourra donc être respectée. Alors, Charlotte a évoqué le fait de pouvoir avoir un certificat de propriété de ces données. C'est typiquement ce qu'évoque cette publication qui date de 2022 et qui est intéressante puisque les auteurs imaginent que dans le domaine de la santé, on pourrait créer dans le futur des NFT qui permettraient en fin de compte de redonner le pouvoir à chacun d'entre nous sur la détention de nos données de santé. Et donc, que ce NFT permettrait de garantir qu'on est bel et bien le propriétaire de nos données de santé. Et avec ce qu'on appelle des smart contracts, qui est un concept de la blockchain que nous n'avons pas développé lors de ce webinaire, de pouvoir donner des droits d'accès à ces données aux interlocuteurs, aux tiers auxquels on le souhaite. Donc, par exemple, son médecin, son pharmacien, le laboratoire de biologie chez lequel on va faire des examens biologiques, le CHU qui nous prendrait en charge, les urgences, etc. Mais véritablement, de pouvoir avoir le contrôle de qui a accès à ces données. Et ça, c'est particulièrement intéressant puisque de plus en plus, quand on donne un accès, quand quelqu'un a accès à nos données de santé, on ne sait pas véritablement comment elles sont exploitées dans le futur. Il pourrait y avoir, par des personnes mal intentionnées, l'ambition de pouvoir faire des essais cliniques sur des données pour lesquelles on n'a pas eu le consentement du patient. Alors, je ne suis pas sûr que ça arrive très très souvent, mais c'est un exemple. Ou alors, pour le coup, que des hackers accèdent à nos données qui ont été enregistrées dans une base de données pour des fins d'essais cliniques, donc des fins qui pour le coup seraient légitimes, qui seraient pertinentes, mais qu'un hacker accède à ces données. Avec le stockage de nos données de santé sur la blockchain et avec la possibilité de dire à qui on donne un droit d'accès, on pourrait garantir véritablement le contrôle de ces données de santé. Et il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça permettrait aussi de revaloriser, parce qu'il y a une valorisation financière des données de santé. On le voit, énormément de hackers souhaitent accéder et pirater des bases de données, parce qu'ensuite, ils revendent ces bases de données sur le dark web, les données de santé étant quand même une donnée particulièrement intéressante. Et donc, ça permettrait véritablement de sécuriser ces données et de redonner de la valorisation financière à ces données en disant, bah voilà, si jamais on voulait exploiter vos données, on pourrait vous rémunérer pour pouvoir exploiter vos données. C'est un peu le concept qu'il y a derrière les NFT, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose qui s'achète un NFT avec une belle valeur financière. Et donc, il y a cette ambition aussi de pouvoir redonner le pouvoir aux patients quant à la cession de ces droits, mais potentiellement aussi la valorisation financière. Donc cet article de 2022 trace véritablement le futur des NFT comme des droits, comme un certificat de propriété de ces données personnelles. Donc, en conclusion, la blockchain, c'est véritablement une technologie de stockage de données qui est fiable, qui est sécurisée et qui va permettre l'historisation des données. C'est particulièrement intéressant quand on est en train de manipuler et traiter des données de santé, puisque ça permet de garantir l'usage, l'exploitation et le devenir de ces données. Puisque actuellement, il n'y a pas de solution qui égale la blockchain en termes de sécurisation de ces données. Cependant, il y a quand même un enjeu important concernant la blockchain qui doit faire face aux défis du 21e siècle, que le défi environnemental, puisque la blockchain est une solution qui consomme énormément de ressources énergétiques, tout simplement par le système de vérification de l'intégralité des données où chaque ordinateur va vérifier que les données n'ont pas été altérées. Donc, chaque ordinateur va faire un traitement informatique sur le bloc. Ensuite, on va envoyer toutes ces données vers l'ensemble des serveurs et ça va consommer énormément de capacité d'espace disque. Donc, ça n'est pas véritablement une technologie qui est conciliable avec les enjeux de sobriété énergétique auxquels le 21e siècle et les siècles futurs devront faire face. Donc, est-ce que c'est véritablement une technologie d'avenir? On ne le sait pas, mais en tout cas, c'est une technologie qui mérite qu'on s'y intéresse et de voir comment est-ce qu'on pourrait justement concilier avec de la résilience environnementale. Donc, nous en avons fini concernant ce webinaire. Nous espérons que la blockchain est désormais plus simple à comprendre pour vous et que vous en percevez mieux l'intérêt dans le cadre de l'exploitation et de l'usage dans le domaine de la santé. Il est 9h29, on a pris une demi-heure pour ce webinaire, mais on vous laisse poser toutes vos questions via le module de chat ou le module de questions. Et pour cela, je vais arrêter le partage d'écran. Il y en avait déjà deux. Du coup, quelle est la différence avec la sérialisation? Donc là, on parlait surtout du process de suivi du médicament. Donc la différence, c'est que la sérialisation, il y a bien du cryptage, etc., mais il n'y a pas d'enregistrement sur la blockchain. Ça veut dire qu'il y a un risque
qu'un jour, l'information puisse être altérée, alors que si elle était sur la blockchain, elle serait beaucoup plus sécurisée. Donc la grande différence, c'est simplement l'enregistrement, où est fait l'enregistrement entre les deux informations. Il y a une deuxième question. Comment les hôpitaux et les cliniques seront informés de notre consentement à être donneur d'organes ou non? Alors, encore une fois, la blockchain, c'est une base de données et il faut mettre à disposition les outils qui vont permettre d'accéder à cette information. Donc, concernant Galéon et le NFT qui donne la vie, on voit aussi que Galéon se déploie dans plus en plus d'hôpitaux et fournit les outils qui vont permettre justement d'accéder à cette information qui est stockée sur le site, le NFT qui donne la vie. Donc, les outils permettent, comme un site internet permet d'accéder à une base de données, comme des logiciels métiers permettent d'accéder à des bases de données, on peut accéder aux données qui sont stockées dans la blockchain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, il y a une question qui est en train d'arriver. Alors, ce n'est pas une question. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour ce webinaire. Si on n'a pas de questions, c'est peut-être qu'on a été très clair. réussi à vulgariser. Merci pour les pouces qui se lèvent. Merci énormément. Ce webinaire sera disponible en replay. N'hésitez pas à le partager à vos confrères, j'ai pas le mot, vos collègues, collaborateurs, collaboratrices. On vous remercie énormément. N'hésitez pas à aller consulter nos futurs webinaires sur notre site internet. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et encore une fois une très bonne année puisqu'il n'est que le 19 janvier. On a jusqu'à la fin du mois. Merci énormément et bonne journée et puis bon week-end par la suite. Bonne journée.